Voilà, donc c'est la joie d'accueillir en dernier intervenant Pierre Saint-Germier, qui est chargé de recherche au CNRS en philosophie, à l'unité de sciences et technologies de la musique et du son de l'IRCAM. Donc son programme actuel porte sur la philosophie du son et de la musique, donc à l'ère de la reproductibilité numérique. Et il a également il a publié aussi bien sur des questions de logique, épistémologie et philosophie de la musique. Merci beaucoup Jacques, merci à Alexandre pour l'invitation. Je suis très content de faire partie de ce colloque qui est très intéressant et qui est un succès de mon point de vue dès à présent. Je me suis permis de faire un peu de publicité pour un livre à paraître qui va sortir le 4 juin, qui est une collaboration entre le Centre Pompidou et l'IRCAM. Donc ça s'appelle L'art au temps de l'IA et ça se veut être un snapshot pour dire en bon français, un aperçu de la manière dont les technologies qu'on appelle IA sont utilisées dans différents domaines artistiques, donc les arts plastiques et la musique, mais aussi l'architecture, le cinéma, la littérature. Donc il y a un article d'Alexandre Géphane, par exemple, dans ce livre. Voilà. Le moment de publicité est fini et on peut passer à la philosophie. Alors, le sujet d'aujourd'hui sera l'expressivité musicale artificielle. Plus spécifiquement, comme je l'ai appelé dans le titre de mon exposé en français, l'expressivité musicale profonde, parce que je m'intéressais à l'expressivité, à ce qu'il advient de l'expressivité musicale dans les IA génératives profondes qui sont apparues dans le grand public essentiellement depuis le mois d'avril 2024. Qui a donné pour la musique un peu le moment de ChatGPT qu'on avait connu en novembre 2022. Je vous prie de m'excuser, vous verrez que mon diaporama est en anglais, parce que c'est une présentation que j'ai faite déjà en anglais. Je ne fais pas tout à fait confiance à DeepL pour traduire ça de manière parfaite. Donc du coup, j'ai conservé mon diaporama en anglais, mais je donnerai les explications en français. Je pense que ça permettra à tout le monde de suivre. Donc le sujet, c'est l'expressivité musicale, et je vais l'entendre au sens où les philosophes de la musique de ces 50 dernières années, qui ont travaillé la question, l'entendent. Et donc là, j'ai emprunté une définition à Gerald Levinson, qui fait partie des animateurs de ce débat sur l'expressivité musicale. Et ce qu'on entend dans ce contexte-là par expressivité musicale, c'est ce qu'on veut dire quand on dit qu'un passage de musique est expressif d'une émotion ou d'un état psychologique. Donc à chaque fois que je parlerai d'expressivité, je parlerai de l'expressivité d'une émotion ou d'un état psychologique. Je répéterai pas tout le temps émotion. On peut avoir une vision plus large de l'expressivité. On peut penser qu'une musique peut être expressive sans être expressive spécifiquement d'un état psychologique. Mais là, c'est dans ce contexte-là, dans cette discussion-là que je veux m'insérer. Et donc c'est cette définition-là que j'emploierai. Et donc ce qui est important de voir, c'est que cette expressivité, on peut l'attribuer à deux types d'entités au moins. En musique, on peut l'attribuer à des structures sonores abstraites. Si on attribue par exemple l'expressivité au passage d'une œuvre musicale composée, en l'attribuant spécifiquement à la structure sonore abstraite qui est encodée dans la partition. Bien entendu, on peut aussi l'attribuer à des performances concrètes d'œuvres musicales précomposées. On peut l'attribuer aussi à des improvisations qui ne font pas l'objet d'une improvisation. Il peut y avoir des décalages entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qui montrent qu'on peut donner une coloration affective par la performance à une structure musicale qui en est dépourvue. Mais ça, ce sont des cas un peu extrêmes. Le genre de musique dont je vais parler, je vais essentiellement parler d'attribuer de l'expressivité à ce qu'on appelle des pistes sonores, des pistes audio, donc c'est-à-dire des entités numériques, typiquement des pistes de CD, parce qu'on va beaucoup parler finalement, c'est ce que génèrent les IA génératives dont je vais parler. Et également, quand je ferai référence à des œuvres de la tradition musicale, je vais beaucoup parler d'expressivité attribuée à des œuvres musicales correctement interprétées. En fait, la différence entre l'attribution des structures abstraites et l'attribution des performances ne jouera pas un rôle très, très important, mais je le mentionne d'entrée pour être précis sur ce à quoi on attribue les propriétés expressives. Alors, c'est quelque chose qui a été très discuté dans la philosophie de la musique récente.
Si jamais vous avez je connais des gens à qui ça ne parle pas d'attribuer des émotions à la musique. Donc il y a des exemples paradigmatiques. Donc tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la marche finale de la 3e symphonie de Beethoven exprime la tristesse et que le final de la 7e exprime la joie. Après, on peut avoir on peut faire des attributions d'expressivité qui sont plus personnelles. Donc, par exemple, du point de vue de George Levinson lui-même, il estime qu'il entend du désespoir dans le début du 8e quatuor à cordes de Shostakovich. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples qui proviennent de la musique du 19e siècle et du 20e siècle, classique ou savante. Il y a des attributions d'expressivité qui se font dans toutes sortes de musiques de plein de cultures différentes. Ça se fait dans la chanson, ça se fait dans toutes sortes de cultures musicales non européennes. Et donc, il y a beaucoup de manières d'exprimer de l'expressivité, d'attribuer de l'expressivité à la musique. Pour des raisons essentiellement dialectiques, je vais quand même conserver ce biais que par ailleurs je peux déplorer vers la musique classique européenne, parce qu'en fait, ce sont les cas qui sont les plus discutés dans la littérature en philosophie analytique contemporaine, donc je vais essayer de me caler là-dessus. Je vais conserver un biais aussi envers la musique instrumentale, parce que je veux éviter en fait toutes les formes d'expressivité qui pourraient être dépendantes de la description linguistique qui est impliquée dans les paroles. Donc comme je m'intéresse à l'expressivité musicale en tant que musicale, je vais écarter la chanson où l'expressivité peut être redoublée, biaisée, amplifiée ou contrecarrée par la signification des paroles. Donc voilà un peu pour le cadrage. Et en fait, la question de l'expressivité, c'est une question qui est assez particulière dans le champ de la musique électronique, et puis, de la musique algorithmique et plus généralement de la musique électronique. Même si ce n'est pas du tout la seule manière de considérer la musique qui est produite par des IA génératives, dont je donnerai des exemples plus précis plus loin. Je pense que c'est important de les insérer, au moins pour des raisons techniques, en fait, comme une étape de la musique algorithmique. Et la question de l'expressivité dans la musique algorithmique, c'est une question qui n'est pas du tout évidente. Ça a souvent été considéré comme une limite ou comme une vertu de ce genre musical, puisqu'on n'est pas obligé en fait, de vouloir que la musique exprime des émotions humaines. On peut considérer que c'est un défaut, que c'est même du mauvais goût. Donc il y a eu des tentatives de musique algorithmique qui ont cherché à pas du tout faire ça. Donc pour moi, expressivité ne veut pas dire que c'est forcément bien, même si je discuterai aussi de la valeur possible de l'expressivité. En tout cas, disons qu'avant les années 2020, c'est des généralisations très grossières que je vais faire, mais avant les années 2020, la question de l'expressivité dans la musique algorithmique et dans la musique électronique plus généralement, elle était souvent déléguée au contrôle instrumental ou quasi-instrumental de la synthèse par des contrôleurs, par des sortes de... En fait, c'était réglé par la question de la lutherie. On cherchait à utiliser des senseurs, on cherchait à utiliser des manières de moduler le son en temps réel pour le rendre plus expressif. Ce qui est un peu la nouveauté de l'IA générative text-to-music, c'est qu'on a de l'expressivité, pour ainsi dire, sans les mains, en tout cas où les mains se limitent à donner du prompt. Et donc là, on a une forme d'expressivité qui s'attache directement à des pistes audio, sans passer par la médiation de la composition d'une participation et de la performance d'un interprète humain. Donc on a des pistes audio qui instancient des propriétés expressives. On verra des exemples un peu plus loin, puis vous pourrez éventuellement me dire que c'est faux si vous n'entendez pas la tristesse et la joie dans les exemples que je vous donnerai. Mais on pourra voir ça un peu plus tard. Donc pour être maintenant un peu plus précis sur ce que j'entends par modèles génératifs musicaux, donc en fait ce dont je vais parler, c'est les applications commerciales text-to-music qui sont fondées sur modèles génératifs et qui permettent de produire des pistes audio de quelques minutes fondées sur des prompts textuels, donc des descriptions linguistiques qui vont guider en fait, la génération de la musique. Et ça se fait dans un temps relativement court. Donc on met un prompt, après quelques minutes, on peut avoir des pistes de quelques minutes.
Et ce que je vis, c'est l'utilisation au grand public de ce genre d'outils. Et donc c'est quelque chose qui désormais fait partie de notre quotidien, qu'on le veuille ou non, enfin, qu'on s'en réjouisse ou pas. Il y a énormément en fait, de musiques qui sont générées de cette manière-là, qui entrent tous les jours sur les plateformes de streaming. Certaines ont décidé de fermer les yeux, certaines ont décidé de contrecarrer le phénomène en utilisant des algorithmes pour détecter des musiques générées de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, ça fait désormais partie de la musique qu'on entend, qui fait partie de notre monde musical. Donc je pense que c'est important de l'étudier comme musique. Et donc, sur l'expressivité de ces musiques-là, bon, c'est quelque chose qui a été noté à peu près immédiatement dès que ces choses-là sont sorties. Je trouve qu'une manière assez, utile d'un point de vue méthodologique pour essayer d'avoir des témoignages en fait, de première main, c'est d'aller voir en fait, ce que disent les gens qui utilisent ce genre d'outils directement. Donc d'aller voir sur les forums des discussions sur des sites, par exemple, qui discutent des nouveautés technologiques, soit sur les forums des utilisateurs qui s'échangent des petits conseils ou des astuces pour mieux utiliser ce genre d'outils. Donc si on lit ces forums-là, on voit que la question de l'expressivité a été énormément discutée, mais aussi fait l'objet de débats assez âpres, avec une polarisation entre les gens qui sont pour et les gens qui sont plutôt sceptiques. Donc là, bon, j'ai mis quelques citations de quelqu'un qui était plutôt un admirateur, en tout cas qui relevait notamment le rendu de la voix, en disant qu'il percevait de l'émotion, qu'il y avait même une sorte de transmission émotionnelle à l'œuvre lorsqu'il écoutait des musiques faites de cette manière. Il y a aussi des gens qui sont sceptiques, donc ils trouvent que ça manque de profondeur émotionnelle, donc ils ne disent pas qu'il y a de l'émotion, mais ils trouvent que ça manque de profondeur, avec des arguments qui font finalement appel à des arguments philosophiques sur l'absence d'expressivité émotionnelle, parce que il n'y a pas d'intention en fait de exprimer des émotions ou de transmettre des émotions. Donc là, en fait, le débat continue. C'est assez intéressant de suivre l'aller-retour entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Les gens qui disent oui, effectivement, en raison de... On peut dire que... les gens qui veulent pas, qui peuvent concéder que... pardon, je me perds un peu dans la dialectique, mais... donc il y a des gens, par exemple, qui vont soutenir qui vont parler d'émulation. Donc peut-être qu'il n'y a pas d'émotion dans les modèles. En tout cas, ils ne vont pas chercher à défendre l'idée que les modèles sont conscients et qu'ils ont des émotions. En tout cas, ils vont insister sur le fait qu'au moins ça émule des émotions ou de l'expression nuancée. Ils expliquent ça par le fait que c'est une modèle qui a été appris sur des musiques qui sont elles-mêmes expressives, et donc que cette expressivité a pu être apprise par un apprentissage statistique. Et puis ensuite, la discussion se finit quand les sceptiques disent oui, mais c'est pas de la vraie émotion parce qu'il n'y a pas une expérience vécue de l'émotion au départ. On en retrouve toujours au point de retour qui dit qu'on ne peut pas exprimer la souffrance si on n'a pas souffert soi-même. Et en général, ça clôt le débat, mais l'idée intéressante, et là pareil qui soulève des questions philosophiques, c'est la question de savoir. Donc c'est la thèse qui dit vous pouvez l'émuler autant que vous voulez, mais ça ne sonnera jamais vrai. Donc il y a une sorte d'opposition entre l'émulation et puis l'authenticité ou le caractère véritable de l'expressivité. C'est un peu une des questions que je vais essayer d'aborder avec les outils de la philosophie de la musique. Donc en fait, je pense que si on essaie de clarifier un peu les enjeux de ce genre de discussion, il me semble qu'il y a une thèse en fait qui est... en fait, il y a un ensemble de thèses qui sont l'enjeu de la discussion.
qu'on pourrait appeler la question du scepticisme envers l'expressivité artificielle. Donc, selon cette thèse, il y a une expressivité musicale apparente qu'on peut observer dans ces musiques générées par de l'IA, mais elle est fausse et elle a moins de valeur que l'expressivité véritable qu'on voit dans la musique instrumentale composée et interprétée par des humains. Donc, comme vous l'avez certainement aperçu, dans cette thèse, en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect descriptif, qui consiste à se prononcer sur le caractère réel ou véritable de l'expressivité, indépendamment de sa valeur. Et puis, il y a une seconde question, qui est une question conceptuellement distincte, qui consiste à s'interroger sur la valeur sur la valeur, en fait, de cette expressivité musicale artificielle, qu'elle soit réelle ou véritable. Alors, pour essayer de caractériser ce que pourrait être cette opposition entre une expressivité fausse et une expressivité véritable, ce qui est quelque chose d'assez difficile, en fait, à conceptualiser. Donc, il y a une manière relativement... si on vient de la philosophie de l'intelligence artificielle, il y a un couple conceptuel qu'on a déjà vu lors de ces journées, qui est le couple de la simulation versus réplication. Donc, on peut essayer de voir l'expressivité fausse comme une expressivité qui serait seulement simulée, au sens où on pourrait avoir une équivalence fonctionnelle faible, c'est-à-dire une équivalence au niveau de, si on regarde une fonction de manière purement extensionnelle comme quelque chose qui associe des sorties à des entrées, sans s'intéresser à la manière dont les sorties et les entrées sont connectées de fait. On pourrait dire qu'à simulation, si on arrive à associer les mêmes sorties aux mêmes entrées, en faisant un cheminement différemment. C'est ça que j'appellerais spécifiquement simulation. Et puis la réplication suppose de non seulement associer les bonnes sorties et aux bonnes entrées, mais d'avoir une connexion qui suit au moins une description pertinente de la connexion entre les entrées et les sorties dans le système cible. Donc si on pense que l'expressivité suit une certaine logique ou qu'il y a un certain type de processus qui est à l'œuvre dans l'expressivité humaine, par exemple qui fait appel à des intentions, qui fait appel à toutes sortes de choses, à un certain type d'expérience, pour que ce soit répliqué, il faudrait qu'il y ait des choses équivalentes à ces choses-là entre les entrées et les sorties. Dans ce cas-là, on pourra parler de réplication. Ici, la réplication ne suppose pas que ce soit fait à l'identique, il faut qu'il y ait un type pertinent qui soit instancié. Parce que si on veut que ce soit fait à l'identique, il faudrait qu'on ait des cerveaux pour pouvoir répliquer, ce qui est bien sûr pas forcément requis ici. Donc si vous voulez un exemple intuitif pour voir la différence entre simuler et répliquer, je vous réfère à l'exemple célèbre de la chambre chinoise de Searle, qui a déjà été évoqué, je n'en dirai pas plus. Donc ça c'est pour l'aspect descriptif, et pour l'aspect normatif, concerne la question de la valeur de ces choses-là. Alors, je vais très vite parler d'un argument qui paraît assez naturel, qui consiste donc, même si les deux thèses sont conceptuellement distinctes, il y a néanmoins on peut décider de les relier au moins dans l'argumentation. On peut imaginer qu'il y a une sorte de pente, en fait, ou en tout cas de ligne argumentative assez naturelle qui va du scepticisme descriptif au scepticisme normatif. C'est probablement ce genre d'argument qu'on peut voir dans les discussions qu'on a vues sur les forums, c'est-à-dire, premièrement, l'expressivité musicale, c'est une expressivité qui est fausse, c'est au mieux une ersatz expressivité, ciblée mais pas répliquée. Or, pour que l'expressivité ait de la valeur en musique, il faut qu'elle soit véritable, donc l'expressivité artificielle n'a pas de valeur. Donc c'est un argument très schématique. Ce n'est pas là du tout la seule manière d'argumenter pour ou contre la thèse du scepticisme normatif, mais en tout cas je le mentionne tout de suite pour dire que c'est une possibilité, mais que ce n'est pas la seule, et on verra en fait comment on peut trouver des chemins alternatifs pour discuter ces choses-là. En tout cas, le point important que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est que même si on peut argumenter du scepticisme descriptif envers le scepticisme normatif, on n'a pas besoin du scepticisme descriptif pour aboutir au scepticisme normatif. Et c'est d'ailleurs, pour annoncer un peu la direction que je vais prendre,
La thèse que je vais défendre in fine, c'est une thèse qui est sceptique au niveau normatif, mais pas au niveau descriptif. Donc voilà pour les questions qui vont m'intéresser dans le temps qui me reste. Est-ce qu'on a des raisons d'accepter la thèse sceptique au niveau descriptif? Est-ce qu'on a des raisons de l'accepter au niveau normatif? Alors je pense que pour répondre à ces questions, il est nécessaire de s'intéresser à la manière dont ces musiques sont générées. Donc je vais vous dire quelques mots assez rapides sur l'architecture de ces modèles génératifs texte-to-musique. Alors, en fait, bon, il y a deux types d'architecture. Il y a des architectures qui sont basées sur les transformers, donc en fait, qui suivent un peu la logique des grands modèles de langage. Bon, en fait, on pourrait passer du temps à décrire ça, mais en fait, l'idée principale, c'est qu'on va générer petit bout par petit bout des échantillons de musique, les uns à la suite des autres. Et le truc qui est important, c'est que il y a deux niveaux de description. Il y a un niveau de description qui est purement acoustique et un niveau de description qui est un peu plus sémantique. Donc, il y a deux apprentissages distincts pour ces deux composants, et ça permet en fait, donc l'apprentissage spécifique au niveau acoustique permet d'avoir une fidélité phonographique, c'est-à-dire d'avoir des sons qui ressemblent à des sons naturels sur une échelle temporelle locale et pour des propriétés timbrales. Et le niveau sémantique, en fait, permet au contraire plutôt de garantir d'avoir des propriétés structurales, en fait, avec de prendre en charge des relations de contexte entre des passages de musique qui sont distants dans le temps, puisque là, ce qu'on va modéliser, c'est des séquences, et bon, comme vous le savez, en musique, il y a une question de la grande forme, où on veut on peut avoir des choses qui sont très répétitives. Donc ça peut être pris en charge par un entraînement spécifique au niveau de tokens sémantiques. Bon, je ne vais pas passer plus de temps. Le truc qui est important, c'est que pour pouvoir faire du texte ou musique, il faut qu'on ait un entraînement aussi qui porte sur des associations entre des pistes de musique et des descriptions linguistiques. Donc là, c'est ce que vous voyez tout à fait à droite. Donc c'est le composant qui s'appelle Mulan. Pour créer un espace latent commun, en fait, où on va pouvoir trouver à la fois des représentations vectorisées de la musique et de la représentation vectorisée du son. Et ce qu'on veut, c'est que le but de l'entraînement, c'est que les vrais paires, en fait, c'est-à-dire si on part d'un ensemble, d'un dataset étiqueté, où on a une musique avec une description acceptée ou enfin, considérée comme correcte, on veut que la description et la musique soient proches dans l'espace latent, et que pour des cas où on a pris des paires arbitraires, le résultat soit pas proche dans l'espace latent. C'est ce qui permet, dans l'inférence, de pouvoir on donne un texte, donc ça se fait il y a plusieurs étapes, ça crée une représentation sémantique, puis une représentation acoustique, et ça nous permet d'avoir une musique qui est fidèle au niveau phonoréaliste, et qui est cohérente au niveau musicologique. Donc c'est un peu ça les enjeux en fait de ce genre de modèle. Et puis il y a un autre type de modèle qui repose sur une logique assez différente, qui est celle des modèles de diffusion. Donc ça c'est la logique des modèles. En fait c'est une logique qui est similaire à la logique qu'il y a dans le text-to-image, notamment chez le stade de diffusion. Donc en fait stade de diffusion est une version audio. Et donc là, ça obéit à une logique assez différente, en fait, qui consiste à apprendre à débruiter progressivement des sons, en tout cas des représentations, des sonogrammes de sons, et de cette manière à reproduire des sons phonoréalistes. Et là, donc les modèles de diffusion, ça a fait de gros progrès dans le domaine de l'image, précisément pour avoir capturé le caractère photoréaliste. Et pour arriver à avoir un contrôle sur le contexte et sur les propriétés formelles, en fait, la solution qui est utilisée, c'est d'utiliser des cascades, en fait, de processus de diffusion qui s'appliquent à différents niveaux de hiérarchie d'un morceau musical. Et donc là, vous avez la pipeline de Stable Audio, qui est un des modèles qui fait ça. Alors,
En fait, ce qui va m'intéresser plus spécifiquement, c'est Suno et Udio. Mais comme ce sont des modèles qui sont fermés, ce sont des modèles commerciaux, on n'a pas d'informations très fiables en fait, sur le genre d'architecture qu'il y a derrière. Le patron de Suno a fait un entretien il n'y a pas très longtemps qui a été diffusé sur Internet où il a donné quelques éléments qui laissent penser qu'il a utilisé une architecture de type transformer. Dans le cas de Udio, c'est pas clair. J'ai trouvé des informations qui avaient l'air précises, mais qui n'étaient pas très bien sourcées, donc c'est à prendre avec un grain de sel. Mais en tout cas, mes collègues de l'IRCAM qui sont spécialistes de ces choses-là me disent que c'est l'un ou l'autre, ou un mélange des deux. Souvent, ces modèles-là sont des agglomérats en fait, de techniques qui mélangent beaucoup de techniques utiles en IA générative. Par exemple, pour la reconstruction du niveau acoustique, on utilise l'apprentissage adversarial dans des types de GAN. Pour l'apprentissage de sémantique modélique, on utilise des modèles autorégressifs. Donc en fait, c'est une sorte de patchwork. Mais le point important, c'est qu'on a besoin d'associer dans l'apprentissage des paires de description linguistique avec des sons. On a besoin de faire attention à avoir une bonne rendition du timbre pour obtenir ce que j'appelle le phonoréalisme. Et on a besoin de trouver une manière d'avoir un contrôle sur les structures d'échelle moyenne et d'échelle large pour avoir de la cohérence au niveau musical. Alors, sur l'aspect texte ou musique, il y a forcément beaucoup de choses qui vont se jouer au niveau de la sélection du dataset et notamment de l'appariement des descriptions linguistiques avec les exemples sonores. Et là, on touche à des problèmes qui sont des problèmes pas seulement informatiques, mais sociotechniques. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir en grande quantité beaucoup de données et beaucoup de descriptions. Et ce n'est pas forcément des choses qu'on trouve spontanément ou naturellement, comme ça sur Internet. En tout cas, ça ne va pas de soi. Donc ce qui a été beaucoup fait, de manière plus ou moins avouée, c'est d'utiliser des plateformes en fait, sociales comme YouTube, où on a beaucoup de contenu audiovisuel, de contenu audio avec du texte, pour essayer d'extraire des appariements, avec une qualité, une finesse de grain qui est assez limitée. Il y a une autre ressource qui consiste à utiliser des plateformes de description de contenus musicaux en ligne, donc notamment Rate Your Music, qui sont des plateformes qui visent à évaluer, qui permettent aux utilisateurs de manière sociale, donc en faisant parler l'intelligence des foules, pour ainsi dire, en fait, de permettre à tout un chacun d'annoter et de commenter des morceaux de musique. Et en fait, le nombre fait que des sites comme Rate Your Music ont développé toute une architecture, toute une hiérarchie en fait, de descripteurs qui sont assez sophistiqués et qui laissent une place notamment à la description du mood, donc à la description des colorations affectives ou des propriétés affectives des musiques, qui laissent penser que si on a ça dans la base de données, ça va donner une prise en fait pour que ces algorithmes-là apprennent, en tout cas associent à ces descripteurs émotionnels des propriétés musicales qui sont au moins corrélées avec des attributs expressifs. Donc là, j'ai parlé beaucoup du texte, mais vous avez le même problème pour où trouver la musique. Et là, il y a des problèmes aussi juridiques qui se posent, puisque en fait, si vous voulez faire de la recherche ou si vous voulez faire quelque chose qui est dans les règles, vous allez vous tourner sur des banques de données en fait, de ce qu'on appelle de musique de production. Donc c'est de la musique impersonnelle qui est libre de droit, qui permet à des producteurs de musique de l'utiliser gratuitement. C'est un peu comme des banques d'images libres de droit, c'est l'équivalent. Et dans ce cas-là, vous allez avoir des données qui ne seront pas d'une qualité extraordinaire et la musique qui va sortir va être extrêmement stéréotypée. Les applications commerciales qui ont fait grand bruit en avril 2024, elles ont utilisé des musiques qui n'étaient pas libres de droit, donc elles ont utilisé des musiques copyrightées. Elles ont été accusées pour ça, elles ont reconnu qu'elles l'avaient fait, parce qu'en fait il y avait des preuves confondantes. Et donc du coup ça explique aussi la qualité du rendu. C'est juste que si on prend de très bonnes données,
qui sont bien étiquetés par Rate Music. Ça donne une prise suffisante pour avoir de l'expressivité à l'arrivée. Alors, je vous ai promis ça, donc je vais vous passer quelques extraits qui proviennent de Udio. Dans le but de... Alors, c'est pas une réplication bonne du forme, mais en fait, il y a des études de psychologie de la musique qui montrent que c'est assez facile d'obtenir un consensus entre auditeurs humains sur l'expressivité musicale quand on a des choix fermés avec des catégories grossières. Donc on se donne de bonnes chances d'obtenir des consensus, mais c'est pas non plus... ça trivialise pas, je pense, la chose. Donc là, je vais vous passer de la musique et je vais vous demander entre happy, sad, expressive, entre donc joyeux, triste, énervé, effrayant et tendre, où vous situez par exemple ceci. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, bon, j'ai vu quelqu'un qui a dit 2, 5, ouais, donc bon. Souvent, les gens disent entre c'est soit triste, soit tendre. Mais donc on peut demander à générer ça. Enfin, j'ai demandé à générer les 5 possibilités. Donc je peux vous mettre ça par exemple. Je vais m'arrêter là. Donc, par élimination, beaucoup de sujets. J'ai pu faire ça de manière sauvage. Beaucoup de gens sont tentés de trouver ça joyeux. En tout cas, ça a été prompté avec joyeux. Donc, en fait, bon, ce sont des questions empiriques et je pense qu'il y aurait du travail empirique à faire en essayant de contrôler au maximum de faire un travail vraiment expérimental pour tester si le niveau en fait, d'identification des émotions dans le cas de la musique faite par des humains est comparable pour des musiques promptées de cette manière-là. Mais bon, le prompt est quand même assez simple et la seule chose qui varie, c'est le descripteur expressif. Donc en tout cas, bon, si jamais vous êtes sceptique sur le fait que ce genre de modèle génératif est capable au moins de simuler l'expressivité musicale, je ne dis pas que c'est le mieux que j'ai à vous offrir pour vous convaincre qu'il y a au moins un certain niveau de simulation qu'on trouve avec ça. En tout cas, en 2024, en mars 2024, avant que j'écoute ces choses-là, je n'aurais pas parié sur le fait qu'on aurait facilement atteint ce niveau-là. Bon, maintenant, ça fait plus d'1 an, donc on s'est peut-être déjà habitué. Mais voilà pour l'aspect. Donc, la première étape du raisonnement, c'est sur l'aspect est-ce qu'on a de la simulation? Donc, je vous donne au moins ça. Et c'est des choses qu'on peut chercher à expliquer en observant qu'il y a des corrélations. Donc, ça, c'est des résultats qui viennent de la psychologie de la musique. Donc, ces catégories grossières, on sait qu'elles sont corrélées avec des propriétés avec des descripteurs musicologiques et timbraux. Donc c'est une page qui est prise du livre de Jusline, donc sur Music and Emotions, je crois que ça s'appelle, qui est un peu la somme en fait sur la question de la psychologie des émotions musicales. Donc on peut se douter que ces descripteurs musicaux, ils vont pouvoir être associés dans l'entraînement à des descripteurs émotionnels si on a des datasets qui sont suffisamment bien faits. Donc ça peut enlever la part de mystère qu'il pourrait y avoir en tout cas, ça permet d'avoir une idée du mécanisme qu'il y a derrière qui permet d'associer à des prompts qui font appel à des descripteurs expressifs, des musiques qui au moins semblent instancier les propriétés expressives correspondantes. Alors maintenant, je vais passer à la question philosophique qui est d'essayer de prendre position sur le caractère. Est-ce que c'est
est-ce que c'est véritable ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est de la fausse expressivité ou de l'expressivité véritable? Et donc, traduit dans la conceptualité que j'ai proposée, est-ce que c'est de l'expressivité simulée ou est-ce que c'est de l'expressivité répliquée? Et en fait, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite exclure deux raisonnements un peu naïfs qui se fondent sur peut-être une compréhension un peu naïve de l'expressivité musicale, juste pour les exclure. Parce qu'ils pointent ils pointent pas vraiment sur ce qui est au cœur de l'expressivité musicale. Donc ces modèles génératifs ne ressentent pas d'émotion, donc leurs produits ne peuvent pas instancier des propriétés expressives. Bon, en fait, c'est un argument qui repose sur une expression très naïve de l'expressivité musicale, en fait, qui passe à côté de la définition de l'expressivité musicale, qui est quelque chose qui ne présuppose pas que ce à quoi on attribue l'expressivité, c'est-à-dire un morceau de musique, soit elle-même soit quelque chose de sentient. Donc les pièces de musique ne sont pas sentientes, même quand elles sont faites par des humains. Lorsque vous écoutez une piste audio réalisée par des humains, c'est pas quelque chose de sentient, c'est pas quelque chose qui ressent quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de lien nécessaire entre les deux. Donc on peut passer vite là-dessus. Il y a aussi la question on peut dire oui, mais ce ne sont pas des choses qui m'émeuvent, c'est une musique, je perçois la tristesse, mais ça ne me rend pas triste. Là encore, c'est à côté du sujet, puisque la question de l'expressivité, c'est la question de l'attribution de propriétés expressives à la musique elle-même, et c'est distinct de la question de savoir si la musique suscite des émotions chez les auditeurs. C'est une question qui a des ramifications esthétiques intéressantes. Ça a probablement un lien aussi avec la valeur de la musique, mais ce n'est pas ce dont il est question ici. Donc pareil, je vais l'écarter. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a de l'expressivité dans la musique? Est-ce qu'il y a de la tristesse dans ce qu'on entend? Et donc pour essayer de progresser dans cette question, je me tourne vers les théories philosophiques de l'expressivité. Alors, musicale, alors il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter pour des raisons, par manque de temps, et puis parce qu'on ne peut pas être exhaustif, je vais m'arrêter sur les deux principales théories, donc, qui sont celles de Stephen Davies et de Gerald Davidson. Probablement j'aurai le temps de traiter en détail que celle de Davies, on verra. En tout cas, donc Stephen Davies a proposé une théorie assez élaborée de l'expressivité musicale. Alors, retenez votre souffle. Donc, une pièce de musique P est expressive d'une émotion E, si et seulement si P manifeste une apparence sonore qui est vécue comme ressemblant aux caractéristiques émotionnelles en apparence de l'émotion E. Donc l'idée, c'est qu'à chaque émotion est associée une propriété manifeste qui, en fait, l'idée, c'est qu'il y a un comportement. Le concept central, c'est Human Emotion Characteristic in Appearance. Donc c'est l'idée qu'une émotion on peut l'associer à des manifestations comportementales humaines, qui sont en fait des sortes de gestalt de manifestations comportementales humaines. Et que la musique peut proposer des sons qu'on peut expérimenter comme ressemblant à ces choses-là. Donc, par exemple, pour la colère, donc on peut imaginer quelqu'un de colérique qui va avoir des mouvements comme ça un peu erratiques, un peu rythmés. Il y a une sorte de rythme de la colère qu'on perçoit dans le comportement humain colérique. Et c'est quelque chose donc, la musique expressive de la colère, lorsqu'elle donne des sons qu'on peut vivre, donc c'est quelque chose qui fait référence à une expérience humaine, à l'expérience de l'auditeur, qui va l'expérimenter comme ressemblant à un comportement colérique. Donc pareil pour la tendresse, pareil pour la joie, pareil pour la tristesse. Et selon Davies, ce qui compte le plus pour l'expressivité musicale, c'est des gestalts ou des apparences qui sont temporelles, donc qui sont dynamiques et qui se déploient dans le temps. Et donc la question est de savoir si donc cette définition-là est instanciée littéralement par la musique qui est générée par les IA génératives. Et en fait, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, mais
comme c'est une définition c'est une théorie de l'expressivité qui fait apparaître, qui se situe au niveau des apparences, en fait, la différence entre la simulation et la réplication, il n'y a pas d'espace conceptuel pour avoir une différence entre simulation et réplication si on suit cette théorie-là. Parce que pour qu'il y ait de la simulation sans réplication, il faudrait qu'on puisse apparaître comme exhibant une apparence sonore vécue comme ressemblant à une caractéristique émotionnelle en apparence humaine de l'émotion, sans vraiment manifester une apparence sonore vécue comme ressemblant à cette caractéristique. Je dis juste caractéristique pour ne pas répéter la définition en entier. Et donc, il faudrait qu'il y ait une apparence sans une apparence. C'est très difficile de trouver un espace conceptuel pour caractériser comment on pourrait avoir une distance entre les deux. Donc, suivant où on met, donc là, si on analyse ça de manière un peu logico-syntaxique, on a un opérateur d'apparence qu'il faut placer quelque part dans la définition, et j'essaie de le placer à plusieurs endroits. Et à chaque fois, soit ça donne des choses qui sont conceptuellement impossibles, soit ça donne des choses qui sont fausses. Mais je pense que l'idée intuitive qu'il y a derrière, elle est assez claire. Donc, ce qui compte du point de vue de la théorie de Davis pour l'expressivité, c'est qu'on vit une ressemblance manifeste. Et si c'est tout ce dont il est question pour qu'il y ait de l'expressivité, si le niveau de ressemblance est suffisant, il ne faut pas qu'il soit maximal, mais s'il est suffisant, alors il y a de l'expressivité. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc, du point de vue de cette théorie philosophique de l'expressivité musicale, il n'y a pas de place en fait pour avoir de l'expressivité fausse. Si l'expressivité est bien comprise et bien distinguée, comme je l'ai rappelé, à la fois de la capacité à susciter des émotions et de la capacité à être causée par des émotions. Donc, ça peut paraître surprenant, mais quand on réfléchit bien à ce qui est visé par la notion d'expressivité, en tout cas chez ces philosophes-là, c'est le résultat finalement qui s'impose. En tout cas, c'est le résultat qui s'impose à moi. Et en fait, il y a cette théorie de la ressemblance, elle permet aussi d'expliquer pourquoi on retrouve de l'expressivité dans la musique générée par ces modèles génératifs profonds. Ça s'explique par... en gros, j'ai donné déjà tous les ingrédients d'explication. On sait qu'il y a des corrélations statistiques entre des descripteurs expressifs dans la musique humaine et des descripteurs acoustiques et musicologiques qui peuvent être, donc on peut supposer qu'ils sont correctement appareillés si les datasets sont bien faits. Il y a tous les ingrédients dans les modèles qui permettent de garantir le phonoréalisme suffisant pour avoir notamment les marqueurs expressifs dans la performance. Donc, vous avez entendu les vibratos, tous les effets expressifs que typiquement les interprètes vont pouvoir investir pour solidifier des caractéristiques expressives qui sont déjà prévues dans la composition. On va pouvoir les retrouver grâce aux propriétés de ces modèles génératifs. Donc, ce n'est pas non plus mystérieux pourquoi on peut retrouver de l'expressivité. Et puis, ce qui est aussi à l'avantage de la théorie de la ressemblance, c'est qu'elle permet aussi de donner une idée des limites, en fait, de l'expressivité. Donc, le fait de reconnaître une expressivité véritable à ces musiques ne veut pas dire qu'on leur reconnaît une expressivité maximale, une expressivité idéale, une expressivité extraordinaire. La question de l'expressivité, c'est est-ce que on arrive à faire entendre une musique comme triste et donc, dans une certaine mesure, oui. Pas de la manière la plus éclatante possible. On n'a peut-être pas le niveau de finesse de grain qu'on peut avoir, par exemple, dans les quatuors de Shostakovich, qui est un exemple qui a été donné par Levinson un peu avant. Mais les limites peuvent s'expliquer par la richesse et la diversité des patterns dynamiques qui sont responsables des émotions sophistiquées et qui vont être capturées pas complètement par ces modèles génératifs-là. Il y a des limites à ce qu'on peut apprendre de manière statistique, à la finesse dont on peut les contrôler. Bon, je reviendrai sur les questions du contrôle un peu après. Il y a aussi beaucoup de biais dans les datasets. Donc la musique qui est disponible en ligne, même si on prend les datasets les plus grands et qu'on prend même des musiques copyrightées, en fait, toutes les musiques ne sont pas égales dans leur présentation dans le monde numérique. Il y a des musiques qui sont très peu enregistrées, qui sont très peu annotées. Donc si on s'intéresse à des propriétés expressives de musique, par exemple d'Inde ou de musique africaine,
qui ont leur propre vocabulaire expressif, elles vont être très mal représentées. Et bon, j'ai fait des tests sur un certain genre qui est il y a toute une tradition africaine du piano, notamment, donc j'avais donné un exemple dans une slide personnelle sur Abdoulaye Ibrahim, qui est un pianiste de jazz sud-africain, donc il y a un des représentants de cette tradition du piano africain. Il y a beaucoup moins de pianos africains sur les plateformes de streaming que de quatuors à cordes. Et donc, quand on cherche à prompter des propriétés expressives en demandant du piano africain, il y a des artefacts, il y a même des hallucinations assez par exemple, si on demande du piano africain énervé, on a du métal. Donc ça peut s'expliquer aussi par... Donc voilà, il ne s'agit pas de dire que l'expressivité marche de manière parfaite, quoi. Il y a beaucoup de biais. Mais c'est encore les faits, ce qu'on sait au sujet des architectures des modèles permet d'expliquer pour ça dans le cadre de cette théorie-là. Donc du coup, on peut utiliser la théorie de la ressemblance pour argumenter contre le descriptivisme au niveau, enfin le scepticisme au niveau descriptif. Donc l'argument à la forme suivante, la théorie de la ressemblance explique l'expressivité musicale artificielle et ses limites. Elle implique en outre que l'expressivité musicale est forcément réelle, il n'y a pas de possibilité d'une expressivité musicale factice, donc la thèse descriptive est fausse. Alors il y a néanmoins la théorie de la ressemblance, elle a aussi des difficultés internes au sujet en tant que théorie de l'expressivité musicale. Et c'est précisément ces difficultés qui font que c'est facile de l'appliquer au cas de l'expressivité artificielle. C'est pour ça que ça me paraît important de mentionner cette limite. Alors, la principale limite, et c'est quelque chose qu'on reproche parfois à Stephen Davis, c'est qu'il a une vision de l'expressivité qui est déconnectée de la notion d'acte expressif. C'est-à-dire que pour lui, l'expressivité, c'est quelque chose qui est instancié par la musique, en l'occurrence, indépendamment de l'existence d'un acte expressif. Il n'y a pas besoin que quelqu'un ait voulu exprimer une émotion pour qu'on puisse l'entendre dans la musique. Il suffit que la musique donne une base pour l'expérience d'une ressemblance entre l'apparence sonore et des caractéristiques émotionnelles en apparence humaines. Donc du coup, quelque part, on a pris une théorie de l'expressivité qui met une barre assez basse au niveau de ce qui est requis pour qu'il y ait de l'expressivité, ce qui peut expliquer pourquoi le résultat qu'on peut avoir sur la thèse descriptive est facilement acquis. Et donc c'est quelque chose que reconnaît Davis en disant que... alors il s'en sort en disant que oui, ma théorie de l'expressivité n'implique pas ne requiert pas qu'il y ait une connexion avec un acte expressif. Mais c'est pas très grave parce que en fait, cette connexion, elle existe de toute façon. Et effectivement, dans de nombreux cas, on a de l'expressivité parce que les compositeurs ou les interprètes ont cherché à s'exprimer à travers leur musique ou à travers la musique qu'ils jouent. Et donc, si ce qui vous intéresse, c'est si vous accordez une signification particulière et peut-être même une valeur à l'existence d'actes expressifs en musique, c'est pas très grave, je peux en rendre compte en disant qu'il y a un lien entre les deux, de fait, même si d'un point de vue conceptuel, les deux sont distincts. Et alors, cette réponse-là, elle n'est pas forcément du coup facilement accessible. Si on veut faire cette réponse-là dans le cas de la musique algorithmique, enfin de l'expressivité artificielle, c'est un peu moins évident, puisqu'il y a une difficulté à localiser un acte expressif dans le cas des modèles qui sont promptés par des utilisateurs, et rien de plus. Là, je me situe dans un cas qui est un cas minimal, qui est le cas d'usage en fait, pour lequel ces choses-là sont prévues, c'est-à-dire de prompter, et pas après de réutiliser ça dans une station audio pour l'intégrer, pour ajouter des choses et en faire une partie d'une œuvre musicale subséquente. Et la difficulté, c'est que qui dit acte expressif, acte d'expression, nécessite d'identifier un agent.
cet acte expressif. Et là, il y a un problème pour localiser cet agent. Alors, mon argument, je n'ai pas un argument massue, c'est plutôt, je vais essayer d'approfondir le problème en montrant que si on essaie de localiser des agents possibles ou des lieux pour cette agentivité expressive, tous les points qu'on peut regarder, il y en a peu qui sont convaincants. Ça paraît difficile d'attribuer cette agentivité expressive au modèle lui-même en tant que tel, tout simplement parce qu'il répond à un prompt, le prompt qui est là où qui est la source en fait du contenu expressif, dans la plupart des cas. Donc ça paraît difficile de dire que le modèle lui-même fait un acte d'expression. Ça paraît difficile aussi de dire que le prompteur réalise un acte d'expression à lui seul. Et la raison, en fait, c'est pas un défaut d'intentionnalité. Je pense que le problème là, c'est le problème du contrôle, en fait. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un acte d'expressivité, il faut que je puisse pouvoir associer des propriétés saillantes qui sont responsables de cette connexion perçue entre des caractéristiques sonores et des caractéristiques émotionnelles humaines. Et dans le cas de ces modèles-là, donc là je me restreins au cas de la musique, parce que je pense que les différentes modalités sont finement différentes, mais dans le cas de la musique, on n'a pas de contrôle sur les détails pertinents. C'est-à-dire que la connexion entre le prompt et le résultat sonore est très limitée. À l'état actuel des technologies, les prompts ne sont pas sensibles, par exemple, à des caractéristiques musicologiques fines. On ne peut pas prompter, par exemple, des concepts de théorie musicale. Le niveau, on peut comprendre facilement pourquoi, parce que pour que ça passe dans l'apprentissage, il faudrait qu'on ait des datasets avec des niveaux de description aussi extrêmement faibles. Et ça, c'est très difficile de l'avoir dans des quantités suffisantes pour que ça passe à l'échelle, en fait. En tout cas, de fait, si vous demandez par exemple à un modèle de vous faire un blues dans une métrique impaire, en 7/4, il va vous faire un blues en 4/4, parce que tous les blues de la Terre, quasiment, sont en 4/4 ou en 3/4, par exemple. En tout cas, il y a très peu de blues en 7/4. Et vous pouvez être aussi précis que vous voulez sur les caractéristiques musicologiques. Si elles ne sont pas encodées, soit explicitement, soit implicitement, dans les descripteurs de Rate Your Music, par exemple, il y a peu de chances, en tout cas, que ça apparaisse. Donc après, on peut essayer d'essayer d'imaginer un acte d'expression collective qui impliquerait l'agent, donc le prompteur, le modèle, c'est-à-dire finalement les gens qui ont assemblé le modèle, donc qui ont choisi ce qu'il fallait mettre dans le modèle. On peut même rajouter les compositeurs et les interprètes qui ont été enregistrés dans le dataset. On pourrait dire que voilà, c'est un acte expressif qui implique cet agent collectif-là. Alors, c'est probablement peut-être la meilleure solution, mais là encore, la difficulté, c'est que Davis dit que pour résoudre le problème, il faut trouver un acte, il faut trouver l'expressif suppose un acte délibéré, en fait. Et la difficulté là, c'est de trouver une place pour la délibération. Donc s'il y a certes cet agent collectif, à quel moment il délibère? Alors peut-être que si on demande qu'il y ait une agora avec une délibération symétrique de tout le monde, probablement qu'on demande de trop. Mais il faut quand même qu'il y ait une structure pour que la délibération puisse se faire, même si elle est asymétrique. Donc on peut imaginer qu'il y ait une délégation. Peut-être que le prompteur a plus de pouvoir que les autres membres de cet agent collectif. Mais c'est très difficile d'identifier une structure pertinente qui soit capable de dire qu'il y a un acte d'expression délibéré, compte tenu notamment du fait que l'agent qui prompte a peu de contrôle sur les détails qui font l'essentiel du travail expressif. Donc, à mon avis, pour suivre cette voie, il faudrait avoir un argument très fort pour dire que malgré cette absence de contrôle, il y a quelque chose comme un acte expressif collectif qui a lieu. Et la question du contrôle, pour moi, est une barrière assez importante. Je vois que le temps passe. Donc, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que si on s'en tient à la lettre de la théorie de la ressemblance, l'expressivité sans expression
sans acte d'expression n'est pas un problème, pas un problème en soi pour qu'il y ait de l'expressivité musicale. Par contre, ça peut être un problème pour les conséquences qu'on veut tirer de cette expressivité musicale dépourvue d'actes d'expression, notamment pour la question de la valeur. Donc là, temporairement, je m'arrête là. Dans la dernière section de ma présentation, je parlerai de la valeur, on pourra continuer là. Donc pour moi, ces considérations-là n'affectent pas la réponse que j'ai donnée à la question négative à la question du scepticisme descriptif. Alors il y a une deuxième théorie célèbre, importante de l'expressivité musicale, qui est la théorie de la persona, qu'on doit à Tyrol Levinson, qui fait appel à la notion d'acte expressif, mais c'est un acte expressif fictionnel qui est représenté dans la musique. Donc l'idée, c'est que quand on perçoit de la tristesse dans une œuvre de musique, ce qu'on perçoit, c'est un agent fictionnel qui est présenté dans la musique, qui a les apparences de la tristesse. Et alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, combien de temps j'ai exactement? Pas beaucoup. Non, 2 minutes. Ok. Donc, sur l'aspect descriptif, en fait, le cœur du problème, c'est que dans sa théorie, il y a le même résultat sur la différence entre l'apparence et le caractère factice et le caractère véritable. Il n'y a pas d'espace conceptuel non plus pour l'établir. Donc, au niveau descriptif, on a le même résultat. Donc là, je vais très vite. Et après, il y a des détails qui sont intéressants, mais que je passe. Et sur la question de la valeur, je vais aller tout de suite à l'argument qui, pour moi, est le plus fort pour nier la valeur de l'expressivité, qui est néanmoins véritable dans ce genre de musique produite algorithmiquement. Pour moi, ce qui fait que cette expressivité musicale a peu de valeur, c'est qu'il manque, qu'elle ne résulte pas d'un dessin musical qui consiste à organiser l'expressivité musicale dans le temps par des moyens musicaux. Et donc l'idée pour moi, c'est que ce qui confère de la valeur en fait à l'expressivité dans la musique, c'est pas juste qu'on puisse reconnaître de l'expressivité, c'est pas juste qu'on puisse dire ah tiens là c'est triste, là c'est qu'il y a une sorte de mise en scène musicale en fait de cette expressivité. Et c'est quelque chose qui est pas présent, qui est très peu présent, ou à un degré très faible, pour être aussi nuancé que possible, dans ce genre de musique. Tout simplement parce qu'il y a une difficulté qui est comparable, enfin qui répond à la même logique que celle que j'ai donnée plus haut, à localiser où se situe le designer, l'agent de ce dessin, quoi. Ça peut pas être le modèle, pour la même raison que tout à l'heure. Ça peut pas être le prompteur seul, en raison de ce défaut de contrôle. Et ça peut pas être un agent collectif, parce que ce qui manque, à mon sens, pour pouvoir parler d'un dessin collectif ou distribué, si vous voulez, de l'expressivité, c'est la coordination au sein de ce collectif, qui n'est pas forcément une coordination démocratique, symétrique, mais il faut qu'il y ait une coordination. Et à l'état actuel du contrôle qu'on peut avoir sur ces modèles, je ne vois pas où est cette coordination. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir, on peut dire non au scepticisme descriptif, mais oui au scepticisme normatif. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.